Bonjour à tous. Donc, je suis Serge Miguet, je suis professeur à l'Université Lumière Lyon 2 et membre du LIRIS, le laboratoire informatique de recherche en images et systèmes d'information. Alors c'est un titre qui est un petit peu intimidant pour moi, la réalité augmentée, une vision en 3D du travail. Je me suis posé la question de la manière dont j'allais aborder cela et puis en fait je me suis dit, voilà, je suis enseignant-chercheur et finalement mon métier, mon travail, qu'est-ce que c'est? C'est de faire de l'enseignement et de faire de la recherche. Et donc je vais vous parler à travers ces deux entrées-là de l'utilisation que je fais de la réalité augmentée, à la fois dans la pédagogie, dans l'utilisation dans le cadre de mes cours, mais aussi dans le cadre de projets de recherche dans lesquels je suis impliqué. Alors comme vous le savez, l'université n'est pas forcément très riche et donc on cherche parfois des dispositifs de réalité augmentée les plus simples possibles. Et donc je vais vous parler beaucoup de réalité augmentée sur smartphone, donc le plus simple des appareils avec lesquels on peut déjà faire des choses très intéressantes dans le domaine de la réalité augmentée. Mais avant cela, je voudrais vous dire quelques mots sur mon cadre de recherche. Donc je vais vous parler un petit peu du LIRIS, le laboratoire de recherche auquel j'appartiens. Je suis également directeur de l'Institut de la communication, une des composantes de formation donc à l'Université Lumière Lyon 2, je vous en dirai deux mots. Et puis je vais vous parler donc d'applications à la fois pédagogiques et scientifiques dans ma vie de tous les jours, du coup, de la réalité augmentée et d'applications sur mobile. Voilà, je ne veux pas vous noyer dans les chiffres, mais simplement pour vous dire que le laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information, le LIRIS, est vraiment un très gros laboratoire de recherche du site de Lyon. Il a la tutelle de 4 établissements d'enseignement supérieur, Lyon 1, Lyon 2, l'INSA et l'École centrale de Lyon, plus le CNRS. Donc on a environ 320 membres, dont 130 permanents à peu près. En permanence, un nombre assez important de doctorants, des post-doctorants, des ATER, etc. Donc, et qui travaillent réellement sur un grand spectre de l'informatique. On est presque tous des informaticiens sur ces deux grands thèmes fondateurs, l'image d'un côté, les systèmes d'information de l'autre. Voilà, on a 4 localisations. Moi, je travaille à l'Université Lumière Lyon 2 sur le campus de Bron. Le gros des troupes est quand même sur le campus de l'Adoua, à Lyon 1 et à l'INSA. Et un petit site également sur à Écully, sur le site de l'école centrale. Nous travaillons en ancrage avec les demandes sociétales dans un certain nombre de domaines. Je travaille plus particulièrement sur les loisirs numériques, jeux vidéo, cinéma d'animation, et également sur les systèmes d'intelligence ambiante avec des systèmes pervasifs et distribués, et notamment des systèmes de vidéosurveillance intelligente. Nous sommes organisés en 14 équipes de recherche regroupées en 6 pôles. Je suis moi-même dans le pôle qui s'occupe de vision intelligence et de reconnaissance visuelle, donc tout ce qui est traitement, analyse d'images, reconnaissance des formes, dans une équipe qui s'appelle Imagine. Alors pour mon contexte de formation et d'enseignement, j'appartiens à l'Université Lumière Lyon 2, une grande université de sciences humaines et sociales qui répartit ses activités principalement sur 2 campus, le campus des Berges du Rhône, à 2 pas d'ici, et le campus de la Porte des Alpes sur le site de Bron, 28 000 étudiants, 11 composantes, dont celle dont je suis le directeur, l'Institut de la communication, avec le gros des troupes qui relève des sciences de l'information et de la communication, mais également pas mal de collègues et d'étudiants qui relèvent de l'informatique, ça ne se sait pas toujours. Même à Lyon 2, Université de sciences humaines et sociales, on a des formations en informatique. Je suis moi-même responsable d'une formation en infographie, d'une filière en infographie multimédia, au sein de laquelle on a des enseignements qui relèvent de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. On est situé donc sur le campus de la Porte des Alpes à Bron. On a un bâtiment, le bâtiment I, au sein duquel se passent la plupart de nos formations professionnalisantes.
Alors c'est pas tout à fait anecdotique si j'ai choisi cette image-là. Vous voyez, ça c'est une image de synthèse qui a été produite par un cabinet d'architectes au moment où le bâtiment I n'était encore qu'un projet. Il est sorti de terre en 2015, je pense. Et vous voyez, c'est une vue tout à fait idéale du campus avec le tram qui circule à droite. Voilà. La réalité est peut-être un petit peu moins flatteuse que cela. Et justement, ça fera partie de choses dont je vais vous parler. Je travaille sur un projet de recherche justement dans lequel on aimerait pouvoir ne pas forcément faire une confiance aveugle dans les rendus parfois très flatteurs des cabinets d'architectes qui présentent des images de synthèse toujours très belles, et donner la possibilité finalement aux citoyens lambda, en situation de mobilité sur son smartphone, de pouvoir visualiser des projets de construction avant qu'ils ne soient réalisés, pour qu'ils puissent donner leurs avis sur ces projets. Voilà un premier exemple d'utilisation de la réalité augmentée. Mais je vous ai promis également une application en milieu pédagogique, et donc je vais vous parler d'un système de vote en réalité augmentée. Donc ça c'est une initiative d'un collègue de l'université technologique de Compiègne qui a développé un système de vote en réalité augmentée qui existe sur Android et dont que j'ai simplement récupéré et expérimenté au sein de mes cours pour permettre vous savez, quand on fait un cours en amphi, on a parfois du mal à capturer l'attention de ses étudiants et à les impliquer et avoir quelque chose d'interactif. Quand on pose une question, les trois quarts des élèves font comme s'ils n'avaient pas entendu ou regardent leurs pieds. Alors que quand on montre que quand on leur donne la possibilité d'interagir, alors la plupart du temps c'est à travers des boîtiers de vote, on se rend compte qu'il y a une implication bien meilleure des étudiants. Alors soit après un enseignant pour leur demander « avez-vous bien compris ?» On leur pose une question et ils répondent et ça leur montre que parfois ils n'étaient pas suffisamment attentifs. Soit avant d'aborder une notion importante, l'enseignant peut leur poser une question, peut voir la manière dont les étudiants connaissent la notion. S'ils la connaissent bien, eh bien, il peut gagner 5 minutes, 10 minutes à ne pas expliquer la notion qui est bien maîtrisée. Et si au contraire il se rend compte que la notion n'est pas parfaitement maîtrisée, eh bien, il peut passer le temps qui est nécessaire à l'apprentissage de cette notion. Donc on avait un système dans lequel on voulait justement étudier les systèmes de vote, mais peu coûteux. Je vous ai dit que souvent un obstacle dans les universités, c'est les budgets. Équiper un amphi de boîtiers de vote, c'est très vite 5 000 €. Et puis une fois que c'est équipé, il faut s'assurer que les piles ne sont pas déchargées, que le système de vote fonctionne. Donc on a essayé d'étudier les alternatives peu coûteuses au système de vote, et parmi celles-là, on avait ce système de vote en réalité augmentée. Donc voilà typiquement un amphi à qui j'ai posé une question, il devait répondre par A, B, C ou D aux questions. Et bien à travers simplement des motifs comme ceux-là qui sont préimprimés, au dos desquels on a les 4 réponses possibles A, B, C, D. L'étudiant présente simplement la lettre qu'il veut, qui matérialise la réponse à la question qui est posée, et l'enseignant prend une photographie de l'amphi et un système d'analyse visuelle va identifier le sens dans lequel est présenté ce motif et va faire une estimation du nombre de votes A, B, C ou D. Donc si vous voulez, je vais essayer de faire une petite démonstration. Donc je n'ai que 2 feuilles, mais voilà, vous faites la réponse que vous voulez et je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, c'est toujours, voilà, en principe, alors vous allez voir mon smartphone, je ferai comme ça, je ne veux pas vous faire perdre du temps, mais c'est toujours amusant, les étudiants aiment bien en tout cas. Donc je lance mon application de vote, vous me montrez la réponse que vous faites, A, B, C ou D. Je vais prendre une photographie, donc vous voyez en train de voter, alors c'est pas présenté dans le bon sens, je peux le faire dans ce sens-là, ça ira mieux. Je prends la photo.
Voilà, la photo est validée et en quelques secondes, alors ok, voilà, on me dit qu'il y a une réponse A, une réponse C. Hein, donc vraiment le temps de poser la question, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide et qui font, bon là que j'ai fait fonctionner avec simplement 2 votes, mais on peut avoir comme ça une estimation de, à l'intérieur, dans un amphi aussi nombreux que ça, où il y a là une centaine d'étudiants, eh bien, alors voilà, ce qui s'ajoute, les informations symboliques qui s'ajoutent aux motifs, qui s'ajoutent en réalité augmentée, si on peut dire, au motif, c'est simplement la couleur du coin supérieur gauche de la feuille. Et donc ça permet de voir si effectivement le vote a bien été pris en compte. Voilà, par exemple, là, il y avait 63 réponses A, 10 réponses B, etc. Donc, première application dans un contexte pédagogique. On se rend bien compte que là, ce n'est pas réellement une vision 3D du travail, puisque les motifs qui sont insérés là, pour matérialiser finalement le fait que le vote a bien été détecté, ne sont que des motifs 2D. On parle néanmoins de réalité augmentée dans la mesure où on a une information de synthèse, ici simplement un petit carré de couleur, qui se rajoute à l'image, à la scène réelle. Alors, ma deuxième application relève plutôt de nos activités de recherche. J'étais impliqué avec des géographes dans un projet ANR, un projet financé par l'Agence nationale de la recherche, qui s'appelle Skyline. Et c'est un projet très interdisciplinaire dans lequel on avait des géographes, on avait des urbanistes qui s'intéressent à la ville verticale. Comment est-ce qu'on habite dans la ville verticale? Comment est-ce qu'on appréhende les immeubles de grande hauteur? Je ne sais pas si vous savez, mais dans les dernières années, on a de nouveau une mode de la construction des immeubles de grande hauteur à Lyon, à Paris, à Londres. Et évidemment, ça pose des questions en termes de réglementation, mais ça pose des questions aussi en termes d'acceptabilité. Les habitants des quartiers peuvent trouver ça horrible d'avoir une tour qui pousse devant chez eux, peuvent au contraire considérer que ça valorise leur paysage. On pense bien sûr au skyline de Manhattan, qui est évidemment un skyline complètement emblématique avec ses tours, ses gratte-ciel, etc. Donc les collègues de géographie ont une approche très sciences humaines et sociales pour évaluer l'impact justement et la réception par des habitants des quartiers de ces paysages urbains. Et ils fonctionnent beaucoup à l'aide de photo-questionnaires. On transmet des photographies à des personnes et ils doivent évaluer en termes de est-ce que c'est beau ou est-ce que c'est laid, est-ce que c'est effrayant ou est-ce que c'est rassurant, est-ce que c'est moderne ou est-ce que c'est rétro, évaluer différents paysages. Et ce que nous demandaient les géographes, c'est d'essayer d'objectiver quelque part cette perception qui est un peu subjective en essayant d'extraire des données géométriques de la ligne d'horizon et d'essayer de mettre en correspondance ces caractéristiques géométriques qu'on peut extraire de l'image avec les variables subjectives finalement qui sont issues de l'analyse des photos questionnaires. Donc ça c'était un premier pan de ce projet. La deuxième dimension que l'on souhaitait aborder, c'était la possibilité justement d'impliquer les habitants des quartiers. C'est-à-dire que quand il y a un architecte qui a un projet de construction d'une tour, on aurait aimé pouvoir interroger les habitants des quartiers. Est-ce que vous pensez que ça va valoriser votre paysage urbain ou au contraire le dégrader? Et évidemment, si on fait confiance aux vues 3D qui sont produites par les cabinets d'architectes, on a toujours l'impression que ça va valoriser le paysage urbain. Ce qu'on a proposé à travers une application de réalité augmentée qui s'exécuterait justement sur un smartphone ou sur une tablette, c'est de donner la possibilité à l'utilisateur dans sa vie quotidienne, c'est-à-dire dans le trajet dans lequel il va acheter le pain ou bien depuis la fenêtre de sa cuisine, pouvoir visualiser réellement son paysage urbain à travers la vue qu'offre la caméra, mais dans lequel le projet de construction sera réellement incrusté
en réalité augmentée. Donc là, on a une application extrêmement concrète également de la réalité augmentée. Alors la difficulté quand on fait ça sur un smartphone, c'est que la plupart des applications de réalité augmentée qui tournent sur smartphone, je peux vous en montrer une. Mais en même temps, il faut que j'ai tendance à peut-être parler trop, mais dites-moi si... bon, je vous montre une application encore grand public, hein, ça ce n'est pas... c'est une application que vous pouvez télécharger, elle est gratuite. Eh bien, on va prendre un modèle 3D, voilà, et on va, voilà, je le place dans ma scène, et donc vous voyez, je donne l'impression que, alors ça c'est une application tout à fait classique, vous avez certainement déjà vu ce type de choses, Pokémon a démocratisé ce type de choses, voilà. On a un personnage ici qui se promène sur le sol. Évidemment, c'est un objet de synthèse qui est incrusté dans la scène. Alors le problème, c'est que, vous voyez là, l'incrustation qui est relativement réaliste, je peux aller au-dessus, je peux tourner autour, le voir sous toutes ses coutures, eh bien, elle donne malgré tout une impression bon, qui n'est pas très satisfaisante et qui n'est pas parfaitement réaliste dans la mesure... Alors c'est vrai que si je bouge, si je monte, si je descends, j'ai l'impression effectivement qu'il est fixe. Mais en réalité, il flotte un petit peu par rapport aux objets qui sont réellement fixes dans la scène. Parce que l'incrustation est basée exclusivement sur des instruments qui sont embarqués dans mon smartphone, des instruments qui me disent si mon smartphone est en train de monter ou de descendre, de tourner vers la gauche ou vers la droite. C'est des instruments comme on a un accéléromètre qui mesure l'accélération du smartphone, on a un gyroscope qui mesure la vitesse angulaire, on a un GPS également qui peut nous dire en latitude, longitude, le point où on est. On a également un compas magnétique, une boussole qui nous dit la direction dans laquelle on observe. Tous ces instruments qui sont incrustés, qui sont incorporés dans le smartphone nous donnent une approximation de l'endroit où on est, de la direction dans laquelle on regarde et de la manière dont on bouge. Mais ces instruments donnent des choses qui ne sont pas forcément très réalistes et qui sont entachées d'erreurs. Ces instruments font des erreurs de mesure. Et du coup, l'incrustation de l'objet de synthèse n'aura pas le réalisme qu'on souhaitera, en particulier si on souhaite voir si l'immeuble va masquer quelque chose qu'on aime bien et qui est à l'horizon. Jusqu'où il va monter, est-ce que je vais toujours pouvoir voir mon soleil couchant, mon soleil levant ou pas. Bon. Eh bien, pour cela, on aurait besoin d'une incrustation plus précise de l'objet de synthèse. Alors, c'est des choses qui existent, même dans ces applications au grand public. On peut ajouter ce qu'on appelle des marqueurs. Alors, je vais vous montrer l'exemple d'un marqueur. Je vais prendre... alors, simplement pour vous montrer qu'on peut prendre à peu près n'importe quoi, je vais prendre un billet de 5 € par exemple, et je vais rajouter un marqueur que je vais d'une certaine manière filmer. Alors attendez, je reprends mon petit bonhomme et je vais rajouter un marqueur. Non, il ne veut pas. Je l'ai fait tout à l'heure et ça a marché, mais... Alors, voilà, là normalement, voilà, le petit bonhomme danse sur mon... Alors j'en ai 3 même. Il danse sur mon billet de 5 €. Et là, cette fois, si je tourne mon billet, vous voyez que mes petits bonhommes suivent... voilà. Donc en fait, la caméra analyse la scène, retrouve les points caractéristiques du marqueur que j'ai déplacé sur la scène et fait subir à l'objet de synthèse les transformations qui doivent s'appliquer pour que l'incrustation, cette fois, soit la plus fidèle possible. Vous voyez que maintenant, je peux bouger de manière beaucoup plus rapide. Le petit objet de synthèse est toujours rajouté, se fixe sur mon marqueur. Voilà. Donc c'est ça qu'on souhaitait faire. Alors la difficulté, c'est que pour que ça marche bien, les marqueurs doivent être plans. Or, dans la ville, eh bien, les bâtiments ne sont pas plans. Voilà. Alors là, ça a fait l'objet finalement d'une thèse
je veux pas vous... je vais simplement vous montrer quelques copies d'écran qui ont été faites par mon thésard. La thèse est en train de se passer. L'étudiant est actuellement en 3e année. Donc l'idée, c'est d'essayer d'incruster des objets de synthèse dans le flux vidéo capturé par le smartphone en utilisant les informations approximatives que nous donnent les instruments. Vous êtes à peu près à tel endroit, vous regardez à peu près dans telle direction. Vous savez que les municipalités, en particulier la ville de Lyon, publient maintenant en open data des données sur les bâtiments, sur la texture, sur la géométrie, et donc permettent, quand on est à un endroit donné et quand on regarde dans une position donnée, de générer une image de synthèse qui correspondrait à la vue que l'on aurait si on était réellement exactement à l'endroit où les instruments nous disent que l'on est. Et donc en comparant l'image que l'on capture avec la caméra avec cette image de synthèse que l'on est en train de générer, eh bien on va pouvoir savoir si les instruments nous donnent réellement la bonne position ou s'il ne faut pas la corriger un petit peu. Et de cette manière, on va pouvoir incruster l'objet de synthèse exactement à l'endroit où il va être et non pas à une position un petit peu flottante comme c'était le cas avec le petit bonhomme de tout à l'heure. Donc voilà, là on comparait différentes méthodes de réalité augmentée avec ou sans marqueur. Et l'idée c'est que justement ce sur quoi on va se baser c'est le skyline, c'est-à-dire cette ligne d'horizon qui présente l'intérêt de pouvoir être assez facilement extraite et extraite de manière assez robuste des images. C'est-à-dire on va pouvoir assez facilement faire une tâche que l'on appelle la segmentation où on va chercher à extraire la ligne imaginaire qui sépare le ciel de ce qui n'est pas ciel. Ou alors, parfois on a un arrière-plan qui est montagneux, en tout cas de ce qui est construction humaine, de ce qui n'est pas construction humaine. Voilà. Et grâce à ensuite une comparaison entre cette ligne d'horizon, voilà, c'est typiquement un exemple difficile où quand on cherche à segmenter ce qui est ciel de ce qui n'est pas ciel, on obtient des choses qui ne sont pas tout à fait ce qu'on veut. Ici c'est la ligne d'horizon de la montagne et ce qui nous intéresse c'est plus l'horizon créé par les constructions humaines. On a des méthodes paramétriques qui permettent de rechercher finalement cette ligne créée ici par les buildings. Et en comparant cette ligne qu'on extrait de l'image réelle d'une ligne qu'on extrait de l'image de synthèse que l'on est capable de générer à partir de la modélisation 3D de la ville, on peut finalement dire, en corrigeant un petit peu la position de l'observateur, en corrigeant un petit peu sa direction d'observation, on a une ressemblance qui est plus grande entre la ligne que l'on capture et la ligne que l'on génère. Et de cette manière, on va pouvoir corriger la position de l'utilisateur et incruster l'objet de synthèse de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus robuste dans la scène. Voilà, donc c'est ça l'idée de la thèse. Je crois que je vais m'arrêter là, j'ai peut-être déjà été un peu trop bavard. Simplement pour dire que c'est des travaux en cours. Je vous montre par exemple alors il y a tout un tas de problèmes liés à l'extraction de la ligne d'horizon elle-même. Il y a un premier article qui a été produit justement sur les différentes manières de segmentation du skyline. Voilà par exemple des exemples qu'on a fait ici à Lyon où on incruste une tour de la Pardieu de synthèse à l'emplacement réel de la tour de la Pardieu et on a une assez bonne coïncidence en faisant confiance aux instruments, mais malgré tout on a un petit flottement que l'on observe, il y a un petit décalage qui peut être observé par exemple sur l'image du milieu. Vous voyez la tour n'était pas insérée pile sur sa place réelle. En faisant cette mise en correspondance entre les deux skylines, on va pouvoir corriger cette mise en correspondance. Voilà par exemple le skyline réel extrait de l'image du flux vidéo de la caméra. Et voilà le skyline théorique que l'on génère à partir
du modèle numérique de la ville. Si on superposait ces deux skylines, on obtiendrait un décalage, et on a des algorithmes qui permettent de trouver la transformation qui permet de les rendre superposables. Et en appliquant cette transformation ensuite au modèle par exemple à un projet de construction qui serait construit ici, on va pouvoir insérer ce projet de construction à la position qu'il occupera réellement dans le flux vidéo. Voilà un petit peu l'idée de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et donc je peux passer la parole à Marine, voilà. Sauf si vous avez des questions, ou non, peut-être plutôt... On réserve les questions pour la fin. Pour la fin, oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, pour faire suite à la présentation de Serge, moi j'avais souhaité vous présenter des cas d'usage dans le domaine de la réalité augmentée. Des cas d'usage actuels, c'est-à-dire des prototypes, enfin pas des prototypes justement, des vraies utilisations, et aussi un petit peu de projection pour voir ce qui sera possible de faire dans le futur. Donc qui je suis? Je m'appelle Marine Corbelin, voilà. Je suis CEO de la société Tipot MC, donc depuis 3 ans, qui est une société de conseil. Donc concrètement, j'accompagne mes clients qui ont des projets dans les domaines de la 3D, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc je les aide à nourrir leur idée, à choisir la technologie qui va être la plus judicieuse, à budgétiser le projet, à recruter toutes les ressources dont on va avoir besoin pour réaliser le projet. Et je gère aussi toute la phase de production avec ces équipes jusqu'à la livraison finale. Comme je suis graphiste 3D de formation, j'ai la double casquette gestion de projet et gestion de production. Donc j'ai à la fois à gérer l'humain et les mains dans le cambouis. Voilà. Alors je suis aussi membre de l'association RA Pro, qui du coup est là pour promouvoir la réalité augmentée en France. Donc on travaille avec les entrepreneurs français dans la réalité augmentée, mais aussi le grand public pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette technologie, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et on a aussi donc une plateforme à destination des professionnels. Si jamais ils ont un projet à lancer, ils peuvent nous contacter et on les met en relation avec les professionnels correspondants. J'ai aussi un blog professionnel, donc tipotmc.fr, où je poste de temps en temps des articles en rapport avec ces deux technologies. Et sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, où je relais quasi quotidiennement les news autour de la VR et de la R, vu que ça bouge très très rapidement. Donc voilà. Alors on en a un peu parlé dans la vidéo de présentation, la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. C'est important de la faire parce qu'on ne parle pas du tout de la même technologie, même si à terme, nous en tant que créateurs de contenu, on aimerait bien pouvoir mixer les deux. Alors, ce qui n'est pas encore le cas, mais on aimerait bien. Donc la réalité virtuelle, vous n'avez plus conscience de votre environnement, vous avez un casque de réalité virtuelle et vous êtes immergé dans le monde 3D, dans le monde virtuel. La réalité augmentée, au contraire, on a toujours conscience de ce qui nous entoure et on va simplement venir ajouter des éléments virtuels au-dessus du réel. Donc des éléments contextuels et des éléments avec lesquels on va pouvoir interagir aussi. Alors quand on parle de réalité augmentée aujourd'hui, on pense tout de suite, et on en a tous les deux parlé, à Pokémon Go, qui a été donc l'application qui a démocratisé la réalité augmentée auprès du grand public. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en vérité, la réalité augmentée, vous la connaissez déjà depuis longtemps, parce que ce n'est pas une nouvelle techno. Que ce soit sur des sites de commerce qui vous proposent d'essayer des accessoires, des coiffures, du maquillage via votre webcam, ou dans les centres commerciaux et les musées où vous interagissez avec des éléments virtuels à travers un écran, ou encore les petits jeux qu'on avait derrière nos boîtes de céréales et auxquels on pouvait jouer avec nos webcams ou nos smartphones. Alors au niveau du hardware, on a pas mal de choses aujourd'hui sur le marché. Donc les plus connus, ce sont les HoloLens de Microsoft, bien sûr. Les Google Glass en leur temps, qui étaient aussi un dispositif de réalité augmentée qui arrivait un petit peu trop tôt sur le marché, malheureusement. Dans le milieu industriel, on va avoir le casque de Dacry. Les hologrammes aussi sont des devices de réalité augmentée.
Alors là, j'ai mis aussi les lunettes Meta qui, elles, du coup, contrairement aux autres, sont reliées à un PC et qui vont plus servir, du coup, à augmenter les écrans d'ordinateur, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas vraiment des casques de réalité augmentée, enfin, dans le sens où on va avoir des applications dédiées, mais ça va plutôt être un prolongement des écrans qu'on a actuellement. Et juste à côté, on a le Magic Leap One. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la société Magic Leap. Pas du tout. Alors, c'est une société qui a levé 2 milliards de dollars d'investissement, notamment par Google et Alibaba, qui a été créée il y a 5 ans maintenant et qui va seulement dans quelques mois sortir son premier produit commercial. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette société? Eh bien, c'est qu'elle nous vend un peu du rêve, parce qu'ils restent très mystérieux sur leur technologie. Mais apparemment, ils travailleraient sur la possibilité de scanner et d'intégrer les éléments virtuels en se basant sur la lumière. C'est-à-dire que c'est un procédé qui s'appelle le light field. Et donc, on parlait des éléments qui flottaient un peu au-dessus du sol et qui étaient mal intégrés. Eux, ils travaillent là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on a un élément en réalité augmentée, qui vient se mettre sur un flux vidéo, on sent qu'il est juste plaqué, il n'est pas vraiment intégré. Là, le but, c'est d'étudier tout l'éclairage de la pièce et de venir le répercuter en fait sur l'élément virtuel. Donc, si vous mettez un petit bonhomme sous votre table basse, l'ombre qui est projetée par la table basse va être vue sur le petit bonhomme, par exemple. Et bien entendu, tous les smartphones et tablettes que vous avez aujourd'hui avec les caméras intégrées. Alors le premier domaine dans lequel la réalité augmentée est installée et fonctionne très bien, c'est le milieu des industries. Donc les industries, je parle en général. Donc je vous ai mis 2 exemples. L'exemple d'un manutentionnaire donc, qui scanne une boîte. Donc on imagine qu'il a les informations de qu'est-ce qu'il y a dedans, quel est son poids, quelle est sa taille, où est-ce qu'elle va aller, où est-ce que je l'envoie, à quel client, etc. Et le deuxième exemple, c'est une jeune femme donc, qui crée, si je ne me trompe pas, un élément, une espèce de pile électrique. Et donc elle a ici, je ne sais pas si on voit très bien, mais elle a en fait toutes les instructions. Donc ça, c'est ce qu'elle voit elle dans ses lunettes. C'est toutes les instructions une par une des tâches qu'elle a effectuées. Donc au niveau du monde professionnel, surtout dans tout ce qui est aéronautique, etc., on a aujourd'hui des retours sur investissement qui sont prouvés. C'est des technologies qui mettent un peu de temps à se mettre en place et qui sont très chères, mais qui font gagner énormément d'argent et énormément de temps. Donc tout le monde s'y met et on a aujourd'hui des preuves tangibles que ça sert vraiment à quelque chose. Alors je vais vous montrer un premier exemple. S'il veut bien, il ne veut pas. Voilà, donc un premier exemple du casque de Dakri que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, on a une représentation de ce que ça pourrait donner et de ce que ça donne dans le casque. Alors en vérité, je l'ai testé, ça ne donne pas tout à fait ça, c'est pas aussi net, c'est pas aussi précis, et il y a des petits sauts d'image de temps en temps, mais concrètement, on y est quoi. On a à peu près ça. Donc là, il y a une étude, donc il y a une IA qui du coup repère les éléments qui posent problème dans l'installation et du coup suggère la solution à l'employé pour qu'il puisse corriger et faire sa maintenance sur la machine. Alors un autre domaine où la réalité augmentée est bien implantée, c'est le domaine de l'automobile. Toutes les marques concrètement l'utilisent aujourd'hui depuis de nombreuses années, même pour certaines. Donc on va avoir plusieurs usages. Donc un usage pour vous, les consommateurs, avec des petites applications. On va pouvoir conduire une voiture, voir un petit peu, personnaliser, etc. Mais ils les utilisent surtout en interne pour travailler sur tout ce qui est design et les décisions à prendre au niveau de la construction. Et on peut imaginer une utilisation future chez un concessionnaire où on n'a pas forcément toutes les couleurs et toutes les finitions disponibles. Donc qui puisse, via la réalité augmentée, vous présenter votre voiture avec le coloris que vous souhaitez, le niveau de finition que vous souhaitez, les options que vous souhaitez, et vous présenter le produit fini avant de le lancer en construction. Donc là encore, un petit exemple.
cette fois-ci donc de Ford qui travaille avec les HoloLens aussi, donc sur le design de voitures. Donc c'est un super outil pour collaborer. Jusqu'à maintenant, donc, ils créaient des maquettes en argile pour pouvoir prendre les décisions sur comment est-ce qu'on va faire le tableau de bord, comment est-ce qu'on va faire la forme globale. Donc ça coûte de l'argent et surtout ça prend du temps dès qu'il y a une modif à faire. Et donc là, c'est un outil qui leur permet vraiment de valider en amont toutes les décisions en termes de design et d'utilisation qui peuvent être faites. Voilà. Donc là, par exemple, ils changent la hauteur du rétroviseur, ça augmente l'angle de vue. Et voilà. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment travailler à plusieurs et collaborer et tous voir la même chose. Donc, ça permet aussi de pouvoir impliquer toutes les chaînes, toutes les personnes impliquées dans le projet. La formation aussi, qui est un très grand domaine où la réalité augmentée est très utilisée. Donc dans les études scientifiques, on sait que la meilleure manière de retenir quelque chose, c'est de le voir. Donc forcément, la réalité augmentée s'applique, et aussi de refaire le mouvement. Donc, alors là, je vous ai mis plusieurs exemples. Le premier, c'est un papa qui aide sa fille à changer le siphon de son lavabo. Donc on peut très bien... Donc via des HoloLens, toujours. Donc on peut très bien imaginer du coup une utilisation de cette technologie. Voilà, j'ai un problème chez moi, j'appelle mon plombier, j'appelle mon électricien, j'ai un souci. Via donc les lunettes, il y a des caméras qui sont intégrées, donc il voit ce que je vois et puis il peut me dire ah bah c'est ça qui va pas, il faut changer cette pièce. Donc sur sa petite tablette, il entoure la zone qui pose souci et puis me guider pas à pas pour faire mes propres modifications. Donc sur la deuxième image, c'est un maître de stage et ses deux apprentis. Donc là, pareil, pour montrer un point particulier du circuit. Alors là, en plus, c'est d'autant plus pertinent parce que l'espace n'est pas très large. Donc du coup, s'il voulait montrer dans la réalité, il serait obligé de se mettre sur le côté pour que le stagiaire puisse venir voir de plus près comment fonctionne le circuit. Là au moins, les informations sont directes dans les lunettes et bien face au stagiaire. Et le troisième exemple reprend un petit peu le premier où on a ce monsieur qui doit faire de la maintenance sur une machine. Et on voit dans une petite bulle là-bas la dame qui est dans son bureau et qui va en gros le guider en disant ah bah oui, je vois où il y a un problème, il faut que tu fasses cette série d'actions. Un domaine complètement différent cette fois-ci, c'est le commerce et le merchandising. Donc là, pareil, vous avez déjà sûrement testé ce genre d'application. Donc j'ai mis en exemple Gémeaux, qui permettait donc de scanner son t-shirt pour avoir une vue augmentée du design qui était représenté dessus. Des marques comme Timberland qui ont fait des vitrines augmentées où on peut tester les looks avant de les acheter en magasin. Sephora et L'Oréal aussi qui avaient créé donc une appli de maquillage. Donc là pareil, on peut très bien imaginer être en magasin, pouvoir tester donc les maquillages via des miroirs augmentés par exemple, et puis ou chez nous d'ailleurs, et commander les différents produits, les mettre au panier et puis pouvoir aller les chercher directement en boutique ou les recevoir chez soi. Et en quatrième image, j'ai mis un concept store de Ikea qui a une problématique aujourd'hui, c'est que leurs magasins sont tellement énormes qu'ils sont dans des zones industrielles et ils aimeraient bien s'implanter dans les centres-villes. Donc du coup, ils sont en train de travailler sur des concepts de mini-magasins. Donc là, les prix et les informations sont projetés avec des projecteurs, mais on peut très bien imaginer par la suite avoir nos lunettes de réalité augmentée et avoir accès à toutes ces informations et dire bon la petite lampe là, elle me plaît bien, hop, tu me la mets direct dans mon panier et tu me l'amènes ou je viens la chercher. Alors, une petite vidéo de présentation de ce que pourrait être le futur du shopping. Donc là, c'est une grosse projection, on n'en est pas encore du tout là, attention. Donc voilà, donc elle peut essayer les différentes tenues donc avec la vendeuse avec elle, pouvoir changer la couleur, personnaliser, et puis une fois qu'elle a fait son choix, hop, il n'y a plus qu'à passer la carte bleue, emballer, c'est pesé. Nickel. Donc pourquoi je vous dis qu'on n'en est pas encore là, des miroirs intelligents on en a, ils fonctionnent très bien. Le problème qu'on a, c'est pour scanner et reproduire en 3D les corps humains et surtout mettre des vêtements dessus. Parce qu'il faut savoir que chaque vêtement a un tombé différent en fonction de la matière dans laquelle il est fait. Donc aujourd'hui, les tests qui sont réalisés, et pour avoir travaillé sur un prototype, je peux vous le dire,
ça marche pas très bien. Ça fait tout de suite très fake, très rigide. Enfin, ça va pas très bien, ça bouge pas très bien avec la personne. Donc voilà, c'est une belle projection, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors cette fois-ci, dans le milieu du merch, alors le merchandising, pour vous expliquer un petit peu, c'est comment je vais placer mon produit dans mon magasin pour inciter l'acheteur à prendre mon produit à moi. Donc ici, ça marche avec des trackers. Donc ici, on va venir placer un produit et voir est-ce qu'il ressort par rapport à la concurrence, est-ce qu'on le voit mieux que les autres, par exemple. Et ça marche aussi pour tout ce qui est PLV, donc encart publicitaire. Jusque-là, on avait besoin de faire des maquettes en carton pour voir si ça allait bien se mettre dans le centre commercial et surtout quel encombrement ça va prendre. Bon, aujourd'hui, on peut faire ça directement en réalité augmentée et ça nous prend moins de temps et moins d'argent. Alors le deuxième très gros domaine dans lequel la réalité augmentée va vraiment changer les choses, et il y a beaucoup de médecins qui disent que c'est la révolution qui arrive, c'est dans le domaine de la médecine. Pour plein d'usages, encore une fois, pour le fait de pouvoir collaborer avec d'autres confrères. J'ai ce patient qui a ce symptôme-là, j'ai rencontré ce problème-là, est-ce que tu l'as déjà eu, etc. De l'aide pour les chirurgiens lors d'opérations chirurgicales, et puis aussi, encore une fois, pour la formation des jeunes médecins, des jeunes chirurgiens, pour ne plus avoir à par exemple, aller chercher des cadavres pour faire des expériences. Alors là aussi, deux exemples concrets. Donc le projet ESPER de 3D for Medical. Donc là, c'est plus à visée éducative, mais je pense qu'on peut vraiment le transposer pour des praticiens réels aussi. Donc on a accès à plusieurs informations, on peut zoomer sur les organes, on peut avoir des informations contextuelles aussi sur certaines parties, pouvoir exploser les différentes parties, pourquoi pas avoir un exemple de plusieurs types de fractures et comprendre quelle fracture correspond à quoi, des vues de coupe, donc l'imagerie médicale, des représentations de ce qu'on est en train de lire dans des livres dédiés. Et puis pour les cours ou pour les universitaires, avoir accès en replay, on va dire, au cours qui a été donné, et puis avoir des petites animations qui fonctionnent bien pour mieux comprendre, et puis revenir sur certains points qui ont pu être un peu flous. Alors bien entendu, là c'est présenté dans le milieu médical, en réalité on peut l'adapter à plein d'autres disciplines, que ce soit la physique, la chimie, les maths, la SVT, tout ce que vous voulez, il y a vraiment de quoi faire. Et alors le deuxième exemple, ce sera une opération chirurgicale. Rassurez-vous, il n'y a rien de cracra, j'ai coupé les morceaux un peu, voilà. Pour ceux que ça intéresse, on a eu notre première opération assistée de HoloLens le 5 décembre 2017, si je ne me trompe pas, à l'hôpital Avicenne. Et ça s'est très bien passé, mais c'est vrai qu'on a pu voir un peu la limite de la technologie, c'était pas forcément toujours très précis, et le docteur lui-même en parle dans la vidéo que je vous invite à voir, sauf pour les âmes sensibles, parce que ça reste une vidéo de chirurgie, donc il y a des passages un petit peu trash, bon, sachant que c'est une prothèse dans une épaule, donc il n'y a pas non plus, mais bon voilà, c'est un peu sanguinolent quand même. Et en parallèle, on a aussi des sociétés qui travaillent sur de la formation aux chirurgiens. Donc notamment l'exemple que je vais vous montrer maintenant, qui vient de la société Revinax, qui s'est dit c'est cool, nous on aimerait bien quand même avoir le point de vue du chirurgien quand il fait son opération, surtout sur des chirurgies très pointues, sur des opérations très pointues. Donc ils ont équipé des chirurgiens avec des GoPro pour avoir vraiment le point de vue du chirurgien. Et ils se sont dit, on va mettre ça dans une application où on aura à la fois les informations type imagerie médicale du patient, la vidéo avec une petite timeline où on peut passer d'un élément à un autre en fonction de ce qu'on est en train de faire, et puis une représentation 3D de l'organe ou de la partie du corps qui est en train d'être opérée pour dire, je dois mettre 2 vis, voilà par où elles vont passer, etc. Donc concrètement, ça donne ça. Donc on a l'imagerie médicale sur la gauche. Donc c'est un scanner, si je ne me trompe pas, voilà un scanner. Il a la vidéo au centre du point de vue du chirurgien et il a la représentation en 3D de la partie du corps qu'il est en train d'opérer.
Donc voilà, donc ça existe aujourd'hui. Ensuite, dans l'immobilier, design d'intérieur, architecture, ça aussi c'est un domaine dans lequel vous avez déjà dû voir pas mal d'exemples, que ce soit donc dans la représentation de maquettes. Donc on en parlait tout à l'heure, pouvoir voir un projet avant qu'il soit construit, pouvoir se projeter un peu plus, donc à la fois pour les gens qui travaillent sur le projet, les constructeurs, etc., mais aussi pour le consommateur, pouvoir avoir un aperçu de son futur appartement, et puis des alentours par exemple. Donc là c'est la société Artefacto qui a développé ça. Voilà, voir les alentours, qu'est-ce que ça va donner en termes d'environnement et visuellement. Et aussi donc en design d'intérieur, pour pouvoir placer, une fois qu'on a son appartement, on aime bien placer des meubles dedans. Donc voir ce que ça va donner, pouvoir changer la couleur, le matériau, voir l'encombrement, est-ce que ça va passer, est-ce que ça va pas faire trop chargé chez moi. Voilà, ce genre de considération. Donc là ça marche avec un petit tracker aussi, qu'on pose là où on le souhaite. Voilà. Et le grand travail que les entreprises en tout cas essayent de relever aujourd'hui, c'est l'utilisation de la réalité augmentée comme outil collaboratif, parce que surtout les grandes sociétés, on a des équipes un peu partout dans le monde, et comment est-ce qu'on peut faire pour travailler tous ensemble? Donc il y a forcément Microsoft qui travaille sur cette problématique-là. Ils avaient fait une petite démonstration avec des hologrammes, pour le coup. Et on a deux sociétés françaises qui travaillent aussi sur ce sujet, qui sont Middleware et Mimesis. Donc là, en haut, c'est Mimesis. Qui ont créé donc des outils de travail collaboratif où on peut charger nos modèles 3D ou nos maquettes et puis pouvoir interagir avec, entourer les zones qui ne vont pas, faire des modifications. On a accès à un tableau blanc, à des post-it, comme si on était dans un vrai bureau en fait, mais complètement virtuel. Et donc une petite vidéo qui présente ce que pourrait être le futur de ce genre d'outils. C'est une vidéo qui a été faite par Microsoft aussi. Donc là, c'est une jeune designeuse qui travaille sur un concept de boutique. Donc elle a intégré ses dessins qu'elle est en train de placer dans l'espace pour voir un peu ce que ça donne. Et puis bon, ça marche pas très bien. Donc du coup, il y a un petit collègue qui lui demande si elle veut de l'aide. Donc elle dit oui, et donc il y a un collègue en réalité augmentée qui arrive et celui en hologramme qui est en fait en réalité virtuelle. Lui, il a un casque de réalité virtuelle. Et donc il décide de partir dans une salle de réunion entièrement visuelle. Donc c'est ce que j'entends par passer de la RA à la RV. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus de cette distinction entre les deux technologies en fait, qu'on puisse vraiment profiter des deux. Et donc voilà, donc elle trouve un petit concept sympa, ils vont travailler ensemble dessus, parce qu'à plusieurs c'est mieux. Donc là aussi, un des enjeux, c'est de créer des outils qui soient vraiment simples à utiliser et très intuitifs pour que tous les corps de métier qui vont intervenir sur le projet puissent les utiliser et qu'il n'y en ait pas un qui soit coincé parce qu'il connaît un peu moins la technologie. Et donc voilà, donc elle intègre le nouveau design dans l'entrepôt et on a la cliente pour le coup qui vient vérifier et valider le concept qui a été mis en place. Donc comme ça toute la chaîne est vraiment intégrée. Alors jusqu'à maintenant on a vraiment parlé de la réalité augmentée dans le travail parce que c'était le thème de la soirée, mais j'aimerais bien l'ouvrir un petit peu quand même sur d'autres usages parce que la réalité augmentée, on peut l'utiliser dans plein d'autres domaines. On peut l'utiliser dans le patrimoine, dans tout ce qui est dans les musées, etc., pour avoir des reconstructions de bâtiments, des reconstructions de batailles historiques, des informations sur des œuvres d'art, etc., qui rendraient peut-être un peu plus vivant et un peu plus ludique certaines visites. Dans le milieu du jeu vidéo, bon, ça c'est plus à présenter, mais bon, là j'ai mis Minecraft, ça pourrait être autre chose. Dans le milieu donc, de l'éducation, avoir le système solaire devant soi, pouvoir jouer avec les planètes, pouvoir visualiser tout ce qu'on a aujourd'hui dans nos livres, de nos livres papier. Et puis dans notre vie de tous les jours, donc là j'ai mis l'exemple de l'hololampe,
qui permet de visionner sur la table le repas que vous allez avoir au restaurant. Donc vous pouvez choisir les différents plats et voir en avant-première ce que vous allez avoir dans votre assiette. C'est assez rigolo. Et avec toutes les questions un peu éthiques qu'on a aujourd'hui, il ne faut pas non plus oublier que ces technologies sont faites pour aider l'humain. Donc il faut garder un peu cette idée directrice. Et je vais terminer cette présentation par une petite vidéo d'un projet qui s'appelle More Than a Sign, qui a été fait en Russie, installé dans un parking souterrain, et qui, en gros, essaye de sensibiliser les gens à ne pas se garer sur les places handicapées. Donc comment ça marche? Eh bien, ils ont mis en fait un projecteur de gouttelettes d'eau, avec un petit projecteur classique et une caméra en fait qui va regarder s'il y a la vignette sur la voiture ou pas. Et quand il n'y a pas la vignette sur la voiture, voilà ce qui se passe. Ils projettent la vidéo directement sur le rideau d'eau. Donc on a la personne vraiment en face de nous qui nous parle. Donc personne ne s'est garé sur une place handicapée ce jour-là, hein. Ça a très bien marché. Et donc là, pas besoin de smartphone, pas besoin de casque pour le coup. Et voilà. C'est un des usages très sympathique, donc on peut en imaginer plein d'autres autour de ces thématiques. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses sur ces technologies. Voilà. J'avais une question. Certains utilisateurs potentiels en fait, ne peuvent pas utiliser tous ces outils parce que ça a un impact sur la perception. Ça crée un désagrément en fait. Ça crée une sensation désagréable. Pour certaines personnes, on regarde sur les boîtes quand on achète un jeu, les clics, ça peut poser des problèmes de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça crée des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent pour essayer de traiter ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour l'avenir, cette question-là, ou c'est tout à fait marginal et auquel cas il peut y avoir des problèmes liés à la puissance de calcul, tout simplement. C'est-à-dire que s'il y a un trop long délai entre le moment où un mouvement se produit et le moment où l'effet visuel correspondant à ce mouvement se produit, alors on parle de choses qui sont infimes, des centièmes de seconde. Si ce délai est trop important, ça peut causer un décalage dans la perception et une sensation de malaise, de vertige, de nausée, un peu comme le mal des transports où les sensations que l'on ressent ne sont pas équivalentes à ce qu'on perçoit à l'extérieur. Donc une première solution d'amélioration de ces choses, c'est effectivement la course finalement à la puissance de calcul, mais aussi d'un point de vue algorithmique, il y a des choses qui vont pouvoir aller plus vite. Voilà. Mais ce ne sont pas les seuls effets. Il y a effectivement des gens qui sont sensibles, par exemple à de la variation lumineuse, à des, je ne sais pas si vous souhaitez apporter des éléments complémentaires. Si, en gros, le plus important a été dit. C'est vrai que c'est un phénomène de ce qu'on appelle la cinétose qui est donc associé au mal des transports, qui est une dissonance entre ce qu'on voit et ce qu'on ressent. Ce qui est génial, alors bon, avec la réalité augmentée, on n'a pas trop le problème. C'est vrai qu'on a un inconfort par rapport au fait que les éléments soient mal intégrés et qu'on voit tout de suite que c'est du fake en fait, c'est du rajouté. C'est plutôt la réalité virtuelle qui est touchée par ça. Mais alors pour être moi-même très sensible au mal des transports, à force de faire de la réalité virtuelle, je commence à plus la voir. C'est-à-dire que mon cerveau s'habitue. Donc voilà, c'est une des conditions. Comme le disait Serge, en fait, il n'y a pas de mauvais hardware, on va dire, il n'y a que de mauvais software. C'est-à-dire que si vous êtes malade, c'est que le logiciel est mal fait, point. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour créer des applications et des expériences qui ne donnent pas la nausée.
Alors on l'a beaucoup moins avec les casques PC type Oculus et Vive, parce que le fait de bouger dans la vraie vie impacte du coup l'expérience virtuelle, donc il n'y a pas de dissonance entre les deux, c'est seulement si vous êtes assis par exemple en train de regarder, je sais pas, un grand 8 ou autre et qu'on vous fait bouger contre votre gré. Donc déjà dès que votre corps bouge en fait, on n'a plus le problème. Et sinon, alors il y a des études qui sont faites, mais c'est plus par rapport à l'âge minimal requis pour cette technologie. Aujourd'hui, on s'accorde à dire que c'est 13 ans. Pourquoi? Parce qu'avant, les enfants ne font pas la différence entre le réel et le virtuel. C'est-à-dire que si on leur fait vivre une expérience en réalité virtuelle et qu'on leur dit la semaine d'après, du coup, ce truc-là qu'on t'a fait faire, tu l'as vraiment vécu ou c'était pas vraiment réel? Eux, ils vont répondre, je l'ai vraiment vécu. Donc il y a ce petit problème de distinction du réel et du virtuel. Et le fait que les lentilles soient proches des yeux peut aussi provoquer quelques petits soucis au niveau oculaire dans le développement par la suite de la vue. Donc voilà, pas en dessous de 13 ans. Puisqu'on est parti sur l'impact au niveau humain finalement et éthique, donc je vous remercie les deux, c'est important. Donc cette question moi que j'ai, c'est est-ce que vous avez des études qui permettent de savoir où commence le réel et où finit cette notion de réalité augmentée? C'est quand même quelque chose qui m'interpelle par rapport à où commence la réalité augmentée. Ça allait au-delà d'une forme de réalité, ce que tu disais par rapport à la télé, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des études sérieuses qui peuvent montrer qu'à un moment ou à un autre, on a dépassé la réalité augmentée et sur quels critères? Une grande question. J'aurais du mal à répondre. La question me fait penser à une conférence à laquelle j'ai assisté où on montrait l'implication qu'on pouvait avoir dans la relation qu'on avait avec son expérience et ça se terminait par des choses qui pouvaient aller jusqu'à la relation amoureuse, qu'on pouvait avoir un objet virtuel. Et c'est vrai que ça pose évidemment des questions éthiques. C'est un peu à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, tous les usages de cette nouvelle technologie peuvent être imaginés, y compris des usages parfois déviants, y compris des choses qui sont extrêmes. Donc c'est important effectivement que les comités éthiques, par exemple, puissent se prononcer sur voilà, est-ce qu'on est du bon côté de la ligne ou est-ce que parfois il n'y a pas des choses qui n'iraient pas trop loin et sur lesquelles il faut effectivement argumenter. Je pense que c'est bien, par exemple, qu'on réfléchisse à l'âge en dessous duquel ce n'est pas oui, bon. Tout à fait. Voilà, ce ne sont pas forcément des technologies à mettre en tête. Et pour rebondir un peu, c'est vrai qu'en fait, il y a plusieurs critères qui rentrent en jeu, parce qu'on a à la fois donc, la notion du virtuel et aussi il y a énormément d'études qui sont faites sur la notion de notre rapport en tant qu'humain à un avatar virtuel. Parce que il y a des études psychologiques et scientifiques qui ont été faites qui ont montré que la perception qu'on a de notre avatar virtuel a un gros impact sur nous, c'est-à-dire que ça joue énormément sur la confiance en nous, par exemple. Si on est un peu gringalé, qu'on se fait un avatar ultra musclé, on va pas du tout réagir pareil dans notre relation à l'autre que dans la réalité. Donc il y a pas mal de choses là-dessus. Après, on sait très bien qu'on aura des soucis. La réalité virtuelle est un outil très puissant qui touche directement le cerveau et la perception des choses. Donc forcément, si ça tombe entre de mauvaises mains, on sait très bien qu'il peut y avoir de la propagande, il peut y avoir peut-être de l'hypnotisation, des choses comme ça qui peuvent être faites. On sait qu'il y a des gens qui seront plus sensibles, qui trouveront peut-être le monde virtuel beaucoup mieux que le réel et qui finiront par s'y noyer complètement. Voilà, donc malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas éradiquer, mais il faut qu'on les minimise au maximum. Et oui, je finis juste. Et d'ailleurs, dans le milieu du jeu vidéo, on essaye un peu de réfléchir à tout ça,
parce que on n'a pas envie de traumatiser les gens. C'est-à-dire que si on vous met dans la peau d'un tueur à gages, comme tous les jeux qu'on voit maintenant, et que vous tuez quelqu'un en réalité virtuelle, mais que votre cerveau le vit en fait, comme si vous y étiez vraiment, voilà, on peut créer des traumatismes. Donc on essaye aujourd'hui, par exemple, de simplement mettre des robots comme ennemis et de les désactiver plutôt que de les tuer, et de trouver un petit peu des mécaniques comme ça pour déjouer les triggers, on va dire. Alors tout n'est pas noir, je vais juste rajouter. Oui. On peut aussi parfois lutter contre des phobies, par exemple. Tout à fait. Le vertige est quelque chose qui peut s'appréhender grâce à des outils de réalité virtuelle ou de réalité augmentée. On peut mettre quelqu'un dans un dispositif dans lequel on le fait se déplacer sur une planche, par exemple, où il serait au-dessus d'un vide de 50 mètres, qui serait absolument impensable dans la vraie vie. Quand on lui explique qu'en réalité il n'y a aucun risque qu'il est au-dessus d'un sol plat, il peut progressivement s'habituer à cette idée, se rendre compte qu'il a toutes les capacités de se déplacer sur une planche qui fait 20 cm de large, etc. Pour lutter contre les phobies sociales également. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont agoraphobes, qui ne peuvent pas supporter l'idée d'être dans une foule dense. Eh bien, on peut les faire se déplacer dans un espace dans lequel ils sont seuls. On leur garantit qu'ils sont seuls, mais on les plonge dans une foule virtuelle et on va avoir quelqu'un qui va se retourner devant lui et lui poser une question, ce qui serait absolument angoissant pour lui dans la vraie vie. Et ça, c'est des situations auxquelles il peut progressivement s'habituer grâce à des outils de simulation. Il y a aussi des scénarios d'usage dans lesquels ces choses-là sont extrêmement bénéfiques. Pas trop. L'algorithme, c'est ce qui peut permettre de passer l'application logicielle, et en même temps, je pose une question sur les formats ouverts, formats privés, c'est par les garanties, est-ce que ça nous risque pas d'avoir un impact négatif sur la dépendance affective qui va être Est-ce que vous parlez de format de données, de format qui pourrait être ouvert ou propriétaire Voilà, c'est ça. Oui. Alors c'est vrai qu'il y a une incitation à aller vers des formats ouverts. Enfin, je peux citer l'exemple de la métropole qui a publié en open data depuis 2 ou 3 ans maintenant l'ensemble de la modélisation du bâti urbain sur les 52 communes du Grand Lyon et qui sont publiés dans des formats ouverts, CityGML, pour le cas des cités. Donc c'est des formats basés sur XML et qui permettent du coup à tout développeur, pour peu qu'il soit un petit peu documenté, d'aller justement le thésard que j'encadre, Mehdi Ayadi, qui fait sa thèse justement sur la réalité augmentée en contexte urbain, à développer des outils qui permettent, voilà, je suis à un endroit dans la ville, je vais télécharger le modèle de ce qui nous entoure, voilà, et tout ça, grâce à ces formats qui sont ouverts, permettent très facilement de développer, de permettre de visualiser le modèle 3D texturé des bâtiments qui nous entourent et de le comparer à l'image réelle. Donc il y a des enjeux effectivement importants, et en tout cas dans tout ce qui est service public, on a une incitation très forte à aller vers ces formats ouverts. Alors, il existe aussi des formats propriétaires qui sont liés à des grands éditeurs logiciels, mais il existe des moulinettes qui permettent de passer de l'un à l'autre, et donc ça nécessite parfois du travail, d'interopérabilité, mais la tâche n'est pas inaccessible à partir du moment où les formats sont documentés. Oui, c'est ça.
Il n'y a pas de mal. En tout cas, nous, dans le développement d'applications, on utilise ARCore et ARKit. Donc ARCore pour Android et ARKit pour Apple, qui sont donc les deux technologies qui ont été développées par les deux grands géants pour être compatibles avec les différents téléphones. Après, on a ce qu'on appelle le WebVR et le WebAR, qui sont du coup de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui tournent dans un navigateur web. C'est aussi une technologie qui est en train de pas mal se développer. On a beaucoup de développeurs dans le monde qui poussent à utiliser l'open source, mais on a des grands géants type Oculus et Vive qui essayent un peu de verrouiller tout ça, et dans un sens on peut les comprendre. Il y avait une espèce de consortium qui s'était créé entre plusieurs fabricants pour avoir une base qui est la même pour tout le monde et avoir un format ouvert, donc que les développeurs puissent accéder à toutes les données dont ils ont besoin. On n'en entend plus trop parler aujourd'hui, malheureusement, mais c'est vrai que, en tout cas dans la communauté de développeurs VR/AR, que je connais bien du coup, on pousse pour avoir beaucoup plus d'open source et que plus de monde et plus d'acteurs aient accès à ces technologies pour développer des applications. Voilà. La démocratisation de ces technologies dans les entreprises. Est-ce que c'est quelques cas, les cas d'usage dans la maintenance, dans différents cas d'entreprise, et j'ai pas trop de... Est-ce que c'est où on en est en termes de coûts pour les entreprises? Est-ce qu'il y a quelques entreprises qui sont en avance sur ce domaine-là? Ou est-ce que ça se démocratise? À quelle vitesse ça va? On a une grande... on va dire qu'avant, les entreprises utilisaient ce qu'on appelait des caves. Donc c'était des salles avec des projecteurs qui projetaient les environnements 3D sur les murs, et puis on avait des petites lunettes et des petits contrôleurs, on va dire. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'ancêtre de la réalité virtuelle pour les entreprises. Et ça coûtait plusieurs millions à mettre en place. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de casques à 800 euros, 700 dollars et une machine à 1500 euros, on va dire, pour faire tourner tout ça, eux, ils sont très contents parce qu'ils se disent, par rapport à la technologie qu'on avait avant, on a quelque chose de beaucoup plus évolué pour beaucoup moins cher. Donc je prends l'exemple de Renault Trucks, parce que j'ai suivi une conférence de Renault Trucks qui expliquait que eux, voilà, grâce à la sortie de ces casques, donc là je parle vraiment de la réalité virtuelle pour le coup, ils peuvent équiper tous les designers de produits, de machines, etc. En casque de réalité virtuelle, parce que le coût est beaucoup plus accessible. Après, c'est vrai que depuis l'année dernière, ça commence vraiment à exploser. Dans les entreprises, un peu avant, parce que forcément, ils ont vu le retour sur investissement. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites en amont, donc ça a été adopté bien avant. Aujourd'hui, quasiment toutes les grosses boîtes, toutes les grandes entreprises ont leur dispositif intégré avec leurs applications propriétaires dédiées à eux, à leur métier. Voilà. Et alors pour le grand public, vous avez quasiment tous de quoi faire de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Bien sûr, sur votre smartphone ou sur votre tablette, ça n'est pas très immersif, mais pour un investissement de 5 dollars, disons, vous pouvez vous acheter le cardboard. C'est un dispositif, c'est une feuille de carton prédécoupée que vous repliez, etc., avec simplement deux lentilles. Vous glissez votre smartphone dedans et vous le posez sur les yeux, et vous avez des applications dans lesquelles les deux images, celles qui sont destinées à l'œil droit et à l'œil gauche, s'affichent sur votre smartphone et sont visualisées par les yeux. Donc les images sont placées à 2 ou 3 cm de l'œil, mais les lentilles font que vous avez l'impression que l'image se forme à 3 mètres ou 4 mètres de vous, et donc vous avez une impression d'immersion vraiment pour quelques dollars, pour quelques euros. C'est ça. Donc
c'est vraiment à tester et vous pouvez vous transporter du coup sous la tour Eiffel ou à Tokyo ou dans un musée et du coup simplement, bon, pour l'instant c'est pas très confortable parce que c'est du carton, moins il faut le tenir, voilà, il faut le tenir, mais vous pouvez regarder à droite, à gauche, au-dessus de vous et vous êtes vraiment dans un environnement à 360 degrés. Merci beaucoup encore pour cet effort de vulgarisation, pour des noms spécifiques.